Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Talk to BC. Je suis Brian. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner, de partager, de liker pour nous aider à grandir notre communauté. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous regardez mon podcast, j'ai avec moi un psychologue qui s'appelle Julien Borloo, qui est venu nous partager un petit peu ses connaissances, nous guider un petit peu dans ce qui est le cerveau, un sujet super complexe. Ça va être super intéressant parce que je vais pouvoir relier ou lui poser des questions me concernant par rapport à mon sport, comment est-ce que je pourrais faire pour devenir plus fort mentalement, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir des situations peut-être compliquées pendant les matchs. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser lui se présenter. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, comme je dis tout le temps. C'est cool de partager un moment avec nous guider un petit peu dans ce qui est le cerveau humain. Ouais, merci pour l'invite. Puis c'est un plaisir de parler justement psychologie et basket. C'est vrai que j'en fais plus maintenant, mais ça m'a occupé pendant 25 ans, donc c'est cool de revenir un peu là-dessus. Voilà, si je me présente, je suis psychologue de formation et puis j'ai mon cabinet privé à Lausanne, à Chailly. Et puis mon quotidien, c'est essentiellement des consultations individuelles, un petit peu comme on peut imaginer un psy classique. Je fais essentiellement du coaching et de l'hypnose. Et puis, psychologie du sport, ça m'arrive d'en faire. Ce n'est pas ma grande spécialité, mais ça m'arrive d'avoir des athlètes qui viennent pour soit des consultations vraiment privées ou travailler avec des clubs, soit de la région. Ça m'est arrivé de travailler à Montréal aussi. J'avais fait 6 mois là-bas. Alors là, j'étais plus un peu assistant coach / larbin dans une équipe de AAU. Donc c'était quand même, hein. Alors, non, mais c'est un bon truc quand même. Pur bol, j'ai pas du tout été pris pour mes compétences là-bas. Je suis atterri par. En fait, j'ai contacté le coach et puis je me suis rendu compte en arrivant de ce que c'était comme équipe. Donc ça, c'était une expérience incroyable. C'est quoi la différence entre la psychologie et le coaching? Tu as dit que tu fais aussi du coaching. Oui. Tu suis des personnes. Comment est-ce que ça se passe? Alors la différence, si tu veux, le coaching, c'est une approche dans la psychologie. C'est en fait, traditionnellement, la psycho, on s'intéressait beaucoup au passé, puis aux problèmes, puis à creuser ça. Et puis, au bout d'un moment, il y a certains psychothérapeutes qui sont venus, puis qui ont créé une approche qui est devenue le coaching, où ils se sont dit, en fait, on va aussi s'intéresser pas seulement aux problèmes, mais on va gagner du temps, puis on va directement s'intéresser à ce que la personne veut, là où elle veut aller, plutôt que de là d'où elle vient. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'où elle vient, mais parler plutôt de la direction dans laquelle elle veut aller, puis quelles ressources, de quoi il a besoin, ou quels obstacles sont là sur le chemin. Pourquoi est-ce que tu choisis de faire cette carrière-là? Parce que quelque part, c'est aider les autres aussi. Pourquoi tu choisis de faire ça? À la base, moi je voulais être graphiste. Rien à voir, c'était mon premier choix. Puis il se trouve que je n'ai pas été pris à l'ECAL, j'ai raté le concours d'entrée. Du coup, c'était un peu mon deuxième choix. Je m'étais inscrit à l'Uni un peu par élimination. Il n'y avait rien d'autre où je me disais que je pouvais me voir. Donc au début, je me suis dit, j'aime bien, je suis assez social, j'aime bien aider les gens. Donc voilà, j'ai essayé la psycho. Puis c'est en étudiant que ça m'a plu. Et puis voilà, après les études, je me suis lancé à mon compte. J'ai travaillé aussi le temps de lancer mon activité indépendante. J'ai travaillé dans différentes associations. Mais c'est ça qui m'a amené. Tu as dit avant, tu as ton cabinet, tu es indépendant. Comment on fait pour gérer, je ne sais pas, je pense par jour, tu vois, une dizaine de personnes? Quand même pas. Non, je vois à peu près, je veux dire, je fais entre 5 et 6 heures à peu près de thérapie par jour. C'est quand même pas mal déjà, ouais. Enfin, c'est bien. Comment on fait pour gérer, comment tu appelles ça, des patients, des clients, Moi, j'appelle ça des clients, parce que dans les approches anglo-saxonnes, ils parlent de clients. Dans le coaching aussi, on parle plutôt de clients. Après, on peut dire patient, ça c'est un thème. Si tu dis ça en France, si tu parles de clients, c'est un mot qui est vraiment, ils le prennent super mal. Moi, j'ai de la peine à comprendre pourquoi. Moi, j'aime bien parler de clients parce que pour moi, les gens qui viennent, ils sont pas malades. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes, puis ils font appel à mes services pour les aider là-dedans. Donc, pour moi, je suis plus à l'aise avec le terme de client. Quand tu as 5, 6, 7, 8 clients par jour, comment on fait pour s'en sortir? C'est un gros mot, mais pour suivre, pour gérer, rien que toi, mentalement aussi, parce que tu es un être humain, hein, il faut dire ce qui est. Évidemment, tu aides les personnes, tu les suis, tu les coaches. Qu'on a 5, 6 dossiers différents, comment est-ce qu'on fait?
Parce que tu vas me dire, je prends des petites notes, évidemment, mais je pense que ça doit être quand même pas simple. Ouais, alors c'est vrai que moi je prends beaucoup de notes parce que sinon je n'arrive pas à garder tout en mémoire. Et puis du coup, avant chaque séance, je reprends le dossier pour voilà, me remettre vraiment un peu dans la consultation. Après, moi j'aime bien la vie d'indépendant, je la compare vraiment à celle d'un athlète. C'est-à-dire que pour moi, ça demande, pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie et suffisamment dispo pour les gens qui viennent me voir, ça demande d'être très strict et de faire attention aux heures de sommeil, à faire du sport, à bien manger, etc. Donc pour moi, il y a déjà tout le côté équilibre de vie qui est super important pour que je puisse être dispo pour les gens. Puis après, il y a le côté, la grande difficulté des fois, c'est d'arriver à couper entre les histoires qu'on entend et puis réussir à faire un peu la part des choses entre notre vie privée et puis le boulot. Donc ça, c'est un peu avec le temps qu'on apprend à s'en distancier. Moi, je m'en distancie aussi pour me rappeler que je suis là pour aider, je fais mon mieux pour aider les gens, mais je me rappelle toujours que je n'ai pas complètement le contrôle là-dessus, puis qu'il y a beaucoup qui leur appartient. Et parce que c'est ça le risque en tant que psy, c'est de s'acharner, entre guillemets, parce qu'on voit que tout d'un coup ça ne marche pas, qu'on voit que la personne elle est bloquée un peu dans sa situation. Puis si on prend trop la responsabilité de ça, ça peut commencer à tourner, parce qu'on est là, puis on se dit, ah mais purée, il faut que ça avance. Donc se rappeler que c'est aussi, ça appartient à la personne aussi, son changement. Est-ce que tu as déjà été amené à refuser un client parce que tu te dis, soit que tu ne le sens pas, soit que son problème est trop, je ne sais pas, difficile à gérer, pas à gérer, mais à l'aider, disons. Tu t'es déjà amené à... Oui, encore hier. Ça, c'est vraiment hyper important, hein, parce moi, je suis psychologue, ça veut dire que j'ai fait mes 5 ans d'uni, mais après, tu peux encore faire un post-grade de 4 ans pour devenir psychothérapeute. Puis ça, c'est des gens qui vont faire des suivis plus longs et puis qui vont prendre des problématiques plus difficiles. C'est quoi la différence entre les deux ? Vraiment, c'est qu'ils font plus d'études et puis ils sont amenés à prendre des situations plus compliquées, plus complexes, où il y a plus par exemple, des traumatismes, des choses comme ça. Alors, la limite, elle n'est pas vraiment définie, c'est assez flou, mais il faut être très en accord avec moi, qu'est-ce que je me sens prêt à prendre comme situation. Donc ça, la ligne, elle n'est pas très, très claire. Okay. Une des personnes, enfin la plupart du temps, quand je refuse, c'est des gens qui ont vécu des gros traumatismes, que ce soit des abus de violence physique, psychologique, sexuelle. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a vécu ça, on ne va pas pouvoir travailler avec moi. Ça dépend en fait. Je peux aborder ce qu'il y a autour, l'impact que ça a eu, mais je ne peux pas aller aborder le trauma en lui-même, puis parler exactement de ce qui s'est passé. Ça doit être fait avec un thérapeute qui est plus spécialisé là-dedans. Okay. Donc c'est super important de connaître cette limite. Ça peut être très frustrant des fois pour les gens qui viennent me voir. Ils ont fait l'effort et ça fait des mois qu'ils hésitent. Puis on vient pour une première séance, on fait la séance, puis après je leur dis en fait, je crois que je ne suis pas la bonne personne pour vous. Alors c'est essentiel pour ces personnes, mais des fois elles le prennent un peu mal, puis elles le prennent un peu comme voilà. Tu les refuses entre guillemets parce que tu veux pas. On veut pas m'aider. Donc voilà, après ça c'est des moments moi que je déteste, mais qui sont essentiels parce que si j'accepte par peur de blesser l'autre, en fait je vais pas les aider. Moi, je fais du basket, comme vous l'aurez compris, je pense. Et c'est intéressant de savoir, je vais prendre l'exemple d'un joueur, peut-être confirmé, peut-être c'est la même chose, qui fait du sport, qui se retrouve dans une situation délicate, de peur souvent. Parce que tu vois, des fois, on a peut-être peur d'affronter un tel et tel. Certaines personnes, certains joueurs ont peur d'affronter un tel et tel parce que, je ne sais pas, pour 1000 ou X raisons. Comment est-ce que toi, de ton point de vue, tu peux aider un joueur ou un être humain ou n'importe qui à surmonter une peur, à surmonter cette étape de « j'ai pas envie de le faire parce que je pense que je vais pas être bon » ou la personne en face de moi, vu que moi je parle de sport, est plus forte ou j'arrive pas à jouer contre lui, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement peut-être se préparer à ces moments-là ? Je pense qu'il y a deux approches. Souvent, quand c'est des sportifs qui me contactent, il y a une demande très précise.
Ça peut être je veux améliorer mon pourcentage au shoot, ou là j'ai tel blocage. C'est des demandes très techniques. Puis quand ils viennent, on parle jamais de ça. Parce que on peut en parler après dans un second temps. Mais généralement, moi je vais dans une approche un peu plus philosophique presque. Parce que s'il y a ce genre de peur, c'est souvent finalement des choses plus d'insécurité personnelle, ou tu vois, la performance, tu vas pas la voir juste comme c'est un match que je perds ou que je gagne. Souvent, ça va plus loin que ça. Puis ces joueurs vont se dire, en fait, si je rate, ça veut dire que je suis nul, que je vaux rien. Tu vois, qu'ils vont baser leurs valeurs personnelles là-dessus. Je vais décevoir ma famille ou je sais pas quoi. Donc, généralement, je vais travailler un peu plus déjà sur le côté estime de soi, de détacher sa valeur de la performance, puis de la mettre plutôt sur le processus, c'est-à-dire comment tu peux valoriser finalement ton processus d'entraînement, de dire voilà, j'ai donné le maximum d'efforts, puis te détacher du résultat. Ok. Ça, c'est ce qui donne, tu vois, des fois tu fais un match pourri, mais tu gagnes, puis tu sors, tu es complètement dégoûté, alors que des fois tu vas perdre, mais tu as donné vraiment à 100%, et puis tu peux être fier de toi. Donc, si on arrive, souvent c'est là-dessus que j'axe déjà, c'est souvent un très gros point où les gens se focalisent beaucoup sur le résultat. Puis comme le résultat, il n'est pas en ton contrôle, parce que tu peux faire le meilleur match de ta vie, il y a l'arbitre, il y a l'autre qui est peut-être juste meilleur, ou tu te blesses, voilà, c'est des choses, c'est pas en ton contrôle. Et quand tu bases ta valeur ou n'importe quoi sur quelque chose qui est hors de ton contrôle, ça devient anxiogène. Donc, c'est beaucoup sur des choses comme ça que je vais travailler au début, puis après on peut rentrer sur des choses plus spécifiques. Comment faire la différence entre une émotion, je dirais passagère, une émotion du moment, et un réel problème? Parce que des fois, je vais prendre mon exemple, je fais, comme tu l'as dit, peut-être je fais un mauvais match et je me sens vraiment, pas dépressif, mais pas très bien, mais c'est sur le moment. C'est après le match, il y a l'adrénaline, il y a tout ce qui va avec. Et comprendre qu'à partir d'un moment, cette personne ou moi ou n'importe qui a un réel problème. Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce que toi, tu arrives à le savoir, ça? Que c'est pas juste le petit moment où tu vois, on ne se sent pas bien, mais après, c'est pas très grave. Ouais. Je pense qu'il y a une part, c'est de voir à quel point l'émotion, elle dure dans le temps. Parce que les émotions, c'est un peu des signaux qui arrivent, puis elles nous indiquent certains besoins. Donc, c'est des indicateurs qui sont très importants. Je ne sais pas si je donne un exemple, la peur, ça nous indique qu'on n'est plus en sécurité. Donc, ça va nous pousser à nous défendre ou à fuir. La colère, ça va nous pousser, c'est un besoin frustration, colère, ça va nous pousser soit à nous rapprocher d'un idéal, parce qu'on en est trop éloigné. Du coup, on va être frustré, puis c'est ça qui va nous faire nous bouger pour y arriver. Ou ça peut nous indiquer le besoin qu'on doit remettre des limites, souvent avec quelqu'un, parce que quelqu'un outrepasse nos limites. Donc, si les émotions, elles vont, puis elles disparaissent, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand elles stagnent, et puis qu'on est pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, dans une même émotion. Une chose qui est souvent à voir, puis ça on peut faire le lien pas mal avec le sport, c'est aussi est-ce que les émotions elles sont déclenchées par un événement réel, je sais pas, un match perdu, une dispute, n'importe quoi, un deuil, tu vois, de la tristesse par exemple, ou est-ce qu'elles sont déclenchées par nos pensées, nos croyances. Si je donne l'exemple, tu perds ton match, ou là, tu es blessé, c'est une situation particulièrement difficile au niveau mental, surtout pour un sportif, il y a des émotions qui vont être liées à ça. Tu peux être frustré, tu peux être en colère, tu peux être triste, parce que y a un événement particulier. Mais après, il y a peut-être tout d'un coup le mental qui rentre en jeu, où tu te dis, c'est pas seulement tu es en colère pour le match, mais tu te dis, je suis nul, j'ai déçu mon équipe, ma famille, je vaux rien, toutes ces choses-là. Puis là, ces pensées, elles vont déclencher d'autres émotions. Puis le problème avec ça, c'est que ces émotions, elles sont juste créées par nos pensées, et donc elles ont tendance à rester tant que les pensées sont là. Puis surtout, on peut rien en faire parce que c'est juste des croyances. On peut se préparer à ça, à ne
On n'est pas passé par ces étapes-là, par ces phases-là. Alors, on y passe de toute façon, je pense, parce qu'on a tous nos peurs, nos croyances, etc. Par contre, on peut, apprendre à les identifier, à se dire, c'est quoi mes croyances limitantes? Je te donne mon exemple. Moi, j'avais, enfin, je pense qu'elle est toujours là, la croyance un peu du pas assez. Je fais pas assez, je suis pas assez, ceci, cela. Alors, c'est une croyance qui peut être aidante, et peut-être il y a beaucoup de sportifs aussi qui ont ça, parce que ça va nous pousser à bosser, bosser, bosser. C'est ça qui m'a aidé aussi à devenir indépendant, parce que chaque minute que j'avais, il faut que je bosse, j'ai pas fait assez aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est aussi une croyance qui va te mener au burn-out, parce que tu te donnes jamais de pause. Donc, dès le moment où moi, j'ai identifié que j'avais cette croyance, après, elle va continuer à résonner. Puis des fois, je finis à 17h, je suis là, attends, mais là, je finis trop tôt, je n'ai pas fait assez pour aujourd'hui. Puis c'est là où tu dois un peu consciemment te dire non, je choisis de ne pas me faire guider par cette croyance-là, mais de choisir une autre croyance qui est plus aidante pour moi. Et de me dire, non, oui, je pourrais faire plus, mais ce qui est important, c'est, je sais pas, d'aller voir ma compagne, d'aller m'entraîner ou comme ça. Est-ce que, dans le milieu du sport, on parle souvent de cet aspect mental qui est peut-être plus important que le talent en soi ou que les dispositions qu'on a pour faire pratiquer n'importe quel sport? Est-ce qu'il est possible qu'un joueur ou une personne normale se retrouve dans une situation où son mental vraiment ne peut pas être conditionné ou ne peut pas être amélioré pour performer dans le domaine, dans son domaine personnel? Où c'est vraiment, peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe à quoi on fait face, tu peux travailler ton mental, tu peux travailler ton cerveau pour l'améliorer, pour le conditionner à faire ce que tu veux faire ou à arriver là où tu veux arriver. Mm-hmm. Moi, je suis un grand optimiste, donc oui, j'ai envie de croire qu'on peut toujours améliorer. C'est vrai que dans le sport, aujourd'hui, on dit que c'est le mental qui fait la différence, puis je prêche pour ma paroisse, hein. Je pense que moi, je suis d'accord avec ça, dans le sens où les programmes d'entraînement, les équipements, vous y avez tous accès à peu près au même niveau. Donc, c'est après au niveau mental que ça se joue. Alors, après, oui, on peut toujours améliorer. Par contre, est-ce qu'on a les ressources pour? Ça peut être juste déjà des ressources financières, tu vois. Est-ce que y a des gens qui peuvent se payer un coach ou un psy et d'autres qui ne peuvent pas? Donc ça, c'est bêtement très matériel, hein, mais il y en a qui ont accès à des ressources, d'autres pas. En fonction de, tu vois, peut-être tu as juste ta carrière de sportif à gérer et puis ton mental, il peut être mis là. Si à côté, tu as des problèmes encore dans ton boulot à côté, avec ton compagnon ou ta compagne, ta famille, enfin peu importe, voilà, c'est un peu tout le poids que tu portes en plus et qui va rendre peut-être cette disponibilité mentale plus compliquée. Et puis aussi par rapport à ton passé, si tu as vécu, je sais pas, différents traumas, etc., à nouveau, on peut le voir comme un poids que tu portes en plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir le faire, mais Plus de temps, ça... un peu plus lourd. Okay. Là, tu as dit aussi au début, quand tu t'es présenté, que tu fais aussi de l'hypnose. Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, c'est quelque chose, moi, personnellement, j'ai un peu de mal, jusqu'à peut-être le jour où je l'essaye et puis je vois que ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour que le cerveau, on arrive à le dominer comme c'est, entre guillemets? Peut-être j'utilise des termes qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas corrects. Quand on voit, il y a l'hypnose de récréation, peut-être. Tu vois, où tu vas sur Internet ou sur YouTube, ces gens qui endorment le gars, où le gars ne peut plus parler, où il saute des chiffres, des trucs comme ça. Et il y a la vraie hypnose, je dirais, qui est vraiment pour aider des personnes. Oui. Comment est-ce que tu travailles le cerveau, ou comment est-ce que tu gères cette technique-là pour justement amener un client à un résultat correct, ou voilà, où tu dois faire de l'hypnose avec un client pour que, je sais pas, pour passer au-dessus d'un traumatisme ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, moi, déjà une précision par rapport à l'hypnose, c'est vrai qu'il y a pas mal l'hypnose de spectacle, ça donne pas mal une mauvaise image, puis ça peut faire peur. Alors, moi, je ne maîtrise pas ces techniques-là. Elles sont réelles, tout d'abord, ces techniques-là? Oui. Okay. Après, on ne peut pas être hypnotisé à notre insu. C'est-à-dire que
tu pourrais aller voir un spectacle 2 fois. Une fois, tu te dis, je vais participer à fond, je vais rentrer dans le truc. Et puis, tu vas réussir à faire des trucs qui paraissent un peu fous. Mais tu pourrais le voir une deuxième fois et te dire, je ne vais pas rentrer là-dedans et simplement le regarder en tant que spectateur. Donc, on ne peut pas te faire dépasser tes propres limites. Ok. Voilà. Et l'hypnose, ça ressemble finalement beaucoup à de la méditation, de la visualisation mentale. Tu en as peut-être fait sûrement. Hein. On pourrait même comparer ça à différentes prières. Dans toutes les religions, hein, il y a soit on se focalise sur, je sais pas, il y a une odeur de l'encens, soit il y a un chapelet, ou chez les musulmans, les bouddhistes, il y a, je sais pas le nom, mais ils ont aussi ça. Donc il y a quelque chose où on se focalise sur le toucher, sur quelque chose qu'on regarde. Donc en fait, c'est juste on se focalise sur quelque chose, puis quand on est focalisé comme ça nous met dans un état un peu d'entre-deux, un peu de relaxation. La même chose finalement quand on est sur l'autoroute, et puis que ça roule, tu es tranquille, puis tu es focalisé sur la route, mais tu pars un peu dans tes pensées. C'est là où tu retrouves des trucs, tu dis « Ah, faut pas que j'oublie de rappeler telle personne », ou il y a des choses importantes qui te reviennent. Donc c'est dans ces états-là qu'on cherche à se mettre, parce que c'est des états où justement notre cerveau, il nous renvoie des choses importantes. Un autre mécanisme qui est super important pour comprendre justement comment ça fonctionne, c'est quand on parle d'apprentissage, il faut 2 étapes pour apprendre un comportement ou une connaissance. Il faut une étape où on est très focalisé, très concentré, comme quand tu apprends quelque chose ou tu te concentres sur ton shoot, par exemple. Ça demande d'être très concentré. Et puis, après, ça demande une phase de repos. C'est pendant le repos que le cerveau, il intègre. Okay. L'hypnose, elle a cet intérêt que ça mélange un peu ces 2 phases. Puis c'est en même temps un état dans lequel on est très focalisé et en même temps dans lequel on est très relaxé. Et donc, c'est pour ça que ça peut être une belle méthode pour apprendre en fait des nouveaux comportements ou des nouvelles façons de gérer certaines émotions. Parce que si je te donne un exemple, en termes de préparation mentale sportive, admettons, tu as un joueur ou un lieu ou une salle où tu arrives puis tu es tout le temps angoissé, on pourrait te mettre en hypnose, on te fait visualiser cette salle, on te met là-dedans. Donc ton cerveau, il voit cette salle, mais tu es en séance d'hypnose et puis tu vas être très relax. Et donc le cerveau, il va se dire, ah tiens, finalement dans cette salle, Brian, il peut être calme, relaxé, puis il va réassocier en fait, ces 2 éléments qui vont faire que tu as plus de chances d'être plus relax après quand tu seras sur ce terrain. Okay. Et tu vois, des fois, je pense que c'est un peu pour tout le monde, on a cette impression de déjà vu. Des fois, je sais pas, je suis dans la voiture et puis je fais quelque chose et vraiment, je suis persuadé que c'est déjà arrivé dans ma vie, tu vois, que le moment exact, absolument tout que j'ai déjà fait une fois dans ma vie, c'est normal ça? Alors, on n'a toujours pas trop la réponse, l'explication de ces déjà vus. Je crois qu'il y a plusieurs théories. Hein. J'avais lu une fois une théorie comme quoi ça serait un peu un léger décalage entre notre œil gauche et notre œil droit, qui fait que on a l'impression qu'on a déjà vécu ce moment. Ça, je crois que c'était une théorie. Alors, il y a des gens qui vont dire que tu as des vies antérieures. Hein. Donc, pourquoi pas, c'est une croyance. La dernière que j'ai vue, c'était en fait une théorie qui disait que en fait, on avait ces impressions parce que quand on est à 2 situations où il y a beaucoup de similarités, et puis notre cerveau va réassocier et confondre un petit peu les 2. Okay. Mais on n'a toujours pas de réponse claire sur pourquoi est-ce qu'on a ces sentiments de déjà vu. On vit dans une époque où les réseaux sociaux sont super importants. C'est peut-être la chose la plus importante. Maintenant, tout se passe là-bas. Comment, selon toi, ou ton expérience, ça fait des années que tu fais ce métier-là, quelle est la plus grande cause de dépression chez nous, les adultes, jeunes adultes, entre guillemets? Bon, la dépression, pour moi, déjà les plus grandes causes, c'est le style de vie, l'équilibre de vie. Il y a beaucoup, en fait, finalement, de la santé mentale qui dépend de notre santé physique, c'est-à-dire de comment on se nourrit, de l'activité physique qu'on fait, combien de sommeil on a. Donc il y a déjà toute cette base physique.
Puis après, c'est le niveau peut-être qui vient après par-dessus, ben, ça va être les événements de vie, et puis comment on fait, comment on décide quelque part de les percevoir et d'y réagir. Donc, chaque chose que tu fais, chaque brique que tu mets et dont tu prends soin dans ces domaines-là va te protéger d'une dépression. Mais tu vois, si tu manges, si je donne le contre-exemple parfait, si tu manges que du fast-food, par exemple, hyper gras, hyper sucré, tu as beaucoup plus de risques de faire une dépression. Pourquoi? Parce que physiologiquement, ben, en fait, tu ingurgites que des calories vides qui ont aucune... Enfin, tu vois, ton corps, il n'est pas fait pour ingurgiter ça, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien. Donc, tu auras probablement pas mal de carences. Donc, déjà, ça a une influence sur le côté dépressif, sur l'anxiété, sur la colère. Ils ont fait une étude sur des prisonniers où ils donnaient une partie de la prison le régime habituel, et puis une autre, des régimes plus vitaminés, beaucoup moins sucrés, beaucoup moins gras. Et ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de comportements agressifs chez les personnes qui se nourrissaient comme ça. Donc déjà, la nutrition, hyper importante. Si tu dors pas assez, enfin en gros, essaye pendant, enfin n'essaye pas, mais si tu fais un mois où tu manges fast-food tous les jours, tu dors, je sais pas, 4-5 heures par nuit, et puis tu ne bouges pas de ton canapé, je t'assure que tu vas avoir des problèmes de santé mentale et physique. Ça, on peut tout parier. Puis après, ben, il y a, tu vois, le côté plus mental qui va faire que tu bascules d'un côté ou de l'autre. Ben, c'est, je sais pas, à nouveau, si on prend le cas de ta blessure, toi, tu te dis, ben voilà, c'est une étape dans ma vie de sportif, ça va être une opportunité de travailler sur moi, peut-être, ben, j'en sais rien, de faire d'autres choses à côté, d'occuper de ta famille, du podcast, de toutes ces choses. Ou bien, ben, tu peux te dire, ben, pourquoi moi, pourquoi maintenant, c'était ma chance, et puis tu vas un peu aller dans une spirale négative. Donc après, c'est là où le côté mental, et des croyances et des interprétations, et de comment tu vas réagir, tu vois, à ça. Est-ce que tu vas réagir, je sais pas, en faisant de la physio, en faisant d'autres projets, ou est-ce que tu te dis, ben, je me mets au fond de mon lit, puis Je fais rien, je me laisse. je disparais, quoi. Ok. Là, comment on fait? C'est une question peut-être un peu personnelle, mais comment on fait pour s'autogérer? Dans le sens où bah, t'as des clients, tu en vois beaucoup en une semaine, en deux, en trois, pendant un mois en entier. Est-ce qu'on arrive, en faisant ce métier, à comprendre peut-être à un moment donné qu'on a aussi peut-être besoin d'aide ou un problème ou qu'on ne se sent pas bien? Ou est-ce que, enfin, si ces choses-là arrivent et qu'on le sent, est-ce que tu es capable ou un psychologue est capable de s'auto-gérer, de s'auto-aider, entre guillemets? Ouais, alors, très bonne question. Bah, un peu comme je l'ai dit avant, déjà pour moi, c'est hyper important. Alors, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, sûrement, mais pour moi, c'est important de ce que j'explique, ce que j'apprends aux gens, parce qu'une grande part, c'est tu leur apprends des trucs, comment être en bonne santé. Bah, c'est déjà de l'appliquer à moi. Donc, si les bases, c'est la nutrition, le sommeil, l'activité physique, ça, c'est les plus grands antidépresseurs, par exemple, ben, moi, je fais hyper attention à l'appliquer à moi. Alors, le sommeil, c'est peut-être là où j'ai le plus de peine. J'aimerais bien dormir un peu plus, mais ben, j'ai beaucoup de choses. Donc, voilà, je tourne un peu autour des 7 heures. Mais tous les matins, je fais 1h30 de sport. Enfin, je fais, je sais pas, 13 heures de sport à peu près par semaine, matin, soir. Ben, la nutrition, j'ai vraiment beaucoup amélioré ça ces derniers mois. Donc ça, c'est déjà une chose hyper importante. Puis après, bah, il y a le côté s'offrir des pauses. Alors c'était plus dur au début de ma carrière, tu vois, parce que quand ça marchait pas, mon cabinet, justement, je devais bosser. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. J'ai réduit mes horaires de travail. J'ai maintenant les week-ends, je bosse plus les week-ends. Donc c'est vraiment, déjà, le plus important, c'est construire l'équipe de vie. Ça, c'est la meilleure façon dont on peut s'aider. Et puis après, le côté mental, il y a des choses, moi j'utilise beaucoup un peu de la philosophie, notamment le stoïcisme, qui est pas mal à la mode, qui revient pas mal. Donc moi, je lis pas mal de choses comme ça, puis j'essaie de l'appliquer. Mais après, voilà,
on peut toujours aller un bout tout seul, puis quand on voit qu'on ça arrive à bloque, une et puis, limite, faut pas hésiter justement les psychologues, on n'est pas obligé de faire une thérapie à côté, mais si tu deviens psychothérapeute, tu es obligé de suivre une thérapie pour toi-même, tu vois, analyser un peu de ta façon d'être, qui ton tu cerveau, es, etc. etc. Est-ce que tu as déjà eu affaire à quelqu'un ou un cas où tu te dis putain, ça va être difficile? Ou un peu où tu t'es un peu peut-être choqué, je sais pas. Oui. Après, c'est pas forcément dépendant parce que souvent on catégorise par, tu vois, ce qu'on a vécu. Puis justement, on pourrait se dire, ben voilà, telle personne, elle a vécu un abus. Attention, ça va être super difficile. Ben, en fait, pas. Alors bien sûr, ça marque les événements de vie, mais c'est pas forcément ça qui va déterminer est-ce que la personne, elle va pouvoir s'en sortir ou pas. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a des gens qui vivent des choses très compliquées et puis qui font preuve de ce qu'on appelle la résilience. Ça veut dire qu'ils arrivent à tirer de là des forces, des ressources, puis à en faire une motivation ou une source d'apprentissage. Et d'autres personnes qui pourront vivre des choses beaucoup moins, en apparence beaucoup moins importantes ou graves, mais que ça va dévaster. Parce qu'ils ne vont pas choisir les bonnes manières d'y réagir ou de percevoir cette situation. La confiance en soi, quelque chose de super important. Il faut peut-être pas trop en avoir, hein, parce que, mais quel conseil tu pourrais donner à une personne qui cherche à être plus sûr de soi, à augmenter sa confiance en soi, voilà, pour sa vie de tous les jours, pour l'aider je sais pas, dans son travail, dans sa vie personnelle, dans sa relation, pour tout. Il y a deux choses, je pense, parce que souvent, on parle que de confiance en soi, mais très souvent, en fait, c'est vers l'estime de soi qu'il faut se tourner. Alors, la différence entre les deux, la confiance en soi, c'est un sentiment de compétence. C'est-à-dire, j'ai la confiance que si je mets du temps et de l'énergie dans quelque chose, je suis capable de passer de 0 compétence à plusieurs compétences. Ouais. Donc, comment tu développes ça? C'est en testant régulièrement des nouvelles choses. Et puis, en voyant que, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être le basket, tout d'un coup tu te mets à la poterie, à la couture, à n'importe quoi. Puis tu vois que répétitivement, tu sais rien faire, puis tout d'un coup, 2 mois après, tu arrives à faire des choses. Et plus tu répètes ça, plus tu vas avoir cette croyance fondamentale que tu as une capacité à t'adapter, puis à te développer. Après, il y a l'estime de soi, c'est plus la valeur que tu te portes. Et puis, là, il y a plusieurs façons de le voir. Soit tu t'accordes aucune valeur, tu dis je suis nul, je vaux rien, je suis une M, enfin voilà. Soit tu as une bonne estime de toi, ça veut dire tu t'accordes une valeur qui est inconditionnelle. C'est un peu le regard qu'on a sur un bébé. Quand ta fille est née, tu la connaissais pas, tu vois, tu venais de la rencontrer, elle faisait que de pleurer, de te réveiller la nuit, etc. Donc elle faisait rien pour te plaire, mais tu t'en es occupé jour et nuit, puis tu as tout donné pour elle. Donc, et pourquoi? Simplement parce qu'elle est née, puis qu'on doit s'en occuper. C'est lié, comment est-ce qu'on pourrait dire, enfin, la confiance en soi, c'est quoi? C'est un sentiment? Ouais, c'est un sentiment et puis une croyance en ses capacités. C'est lié avec le cerveau? Ou c'est quelque chose de vraiment... Tu peux conditionner ton cerveau à qu'il fasse en sorte que tu aies confiance en toi par tous les types entre guillemets que tu as donnés, ou c'est vraiment quelque chose de totalement différent, où tu as ton cerveau, où tu travailles ton cerveau, et à côté, tu as ta confiance en soi, en toi, que tu dois développer ou que tu dois faire en sorte de développer pour l'avoir, entre guillemets, à un niveau correct. Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a une part, c'est justement le côté apprentissage, et puis croyance, etc., en tes capacités et tout. Puis après, il y a des choses très cérébrales. Typiquement, il y a quelque chose qui s'appelle, en anglais, ils appellent ça, enfin en français, c'est les poses de pouvoir. Donc, ils ont fait des études puis, qui montraient que suivant la posture dans laquelle tu es, ça va même changer jusqu'à certaines hormones que tu vas sécréter. Donc, tu vois, si tu es comme ça, tu tiens un tour recroquevillé, ton état même physiologique il va être différent que si tu es comme ça, tu vois, des trucs étendus ou forts. Donc,
ça peut paraître très américain, et puis on se dit non, mais ça change rien. Mais en fait, ils ont fait des tests, et même en termes de testostérone, par exemple, tu vas sécréter plus de testostérone dans ce genre de posture. Tu vas sécréter moins de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Donc, ces substances, ces hormones, ces neurotransmetteurs, ils vont aussi avoir un impact sur est-ce que je vais être plutôt en retrait ou est-ce que je vais oser y aller. Okay. Quelle est la meilleure manière de sortir justement d'une situation de stress? Vraiment une situation où peut-être, je ne sais pas, je prends mon exemple, je joue une finale, le soir d'avant, tout se passe bien, je dors bien, etc. J'arrive au match et je me sens stressé, je me sens un peu plus excité que d'habitude, où tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je ne vais pas être bon? Et voilà, comment est-ce que sur le moment, on peut, disons, trouver quelque chose pour se sortir de cette situation-là? Alors, une part, l'activité physique, dès qu'on est dans le mouvement, ça aide à évacuer le stress, parce que de base, tu vois, c'était un truc très axé survie. À l'époque, c'était voilà, je vois un ennemi ou un animal, j'ai une montée de stress, puis soit je combats, soit je fuis. Donc l'activité physique, elle évacue le stress. Maintenant, quand on est plus dans l'anticipation, ça va être plus le côté anxiété, donc que j'anticipe, que je rate mes paniers, que voilà, je ne fais pas un bon match. Puis là, c'est dès qu'on est dans l'anticipation de quelque chose de négatif dans le futur. Donc ce qui va aider par rapport à ça, c'est de te mettre dans ici, maintenant, le moment présent. Donc après, ça peut être mille façons. Ça peut être, je sais pas, tu peux te poser, respirer. Ça peut être, tu t'échauffes ou tu as ta musique. Puis finalement, c'est ce qu'on vit tous en tant que sportifs. C'est ça cogite. Puis dès le moment où il y a le coup d'envoi, Ouais. alors les 2 premières traversées, tu es paralysé. Et puis après, voilà, tu es dans le match. Ton attention, elle est sur la balle, sur tes coéquipiers. Puis là, tu peux pas être en train de jouer, d'être concentré et en même temps te dire et puis si je rate le panier d'après, etc. Donc, être dans le moment présent, finalement, c'est ça qui va éliminer le plus l'anxiété. Okay. Comment tu viens à l'idée de faire ce TikTok? Il faut savoir que Julien est super connu sur TikTok. Il a plus de 200 000 personnes qui le suivent, c'est juste ça? Comment tu viens à cette idée de partager des petits des conseils tout en dansant, etc., etc. Non, c'est cool parce que c'est pas tous les psychologues n'auraient pas cette idée en tête et le courage de le faire. Comment te vient justement cette idée? Alors, par rapport au fait d'être sur les réseaux sociaux, en fait, moi, je l'ai fait depuis le début parce que je me suis lancé en tant qu'indépendant à ma sortie d'études. Donc, j'avais 25 ans. Il faut savoir qu'il y a très, très peu de gens qui se lancent en tant qu'indépendant, en tant que psychologue. Souvent, c'était difficile? Ouais, c'est difficile. Et souvent, les gens qui se lançaient en indépendant, et encore, c'était plutôt les psychothérapeutes. Parce que, alors là, il y a plein de changements de loi, mais parce qu'ils peuvent être remboursés par l'assurance de base. Okay. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de psychologues qui se lancent en tant qu'indépendants. Et je pense que je ne suis pas, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai ouvert avec quelques autres de la région, on a ouvert un peu cette voie pour montrer que c'était possible en étant remboursé que par certaines complémentaires. Okay. Et en ayant des approches aussi différentes, de pouvoir développer ça. Mais donc, quand je me suis lancé, j'avais pas de réseau, personne ne me connaissait, pas d'argent. Donc, je me suis dit, comment je vais faire pour me démarquer et pour me faire connaître? Et donc, je me suis dit, faut que j'aie une approche plus marketing, que j'ai une approche marketing pour développer mon activité. Et donc, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, après, il y a TikTok qui est arrivé. Et puis, en fait, je me suis dit, je vais regarder ce que c'est. Puis quand j'ai commencé à être sur l'application, je voyais que en fait, tout le monde dansait. Puis je me suis dit, c'est une application où on danse. Moi, j'aime bien danser, donc ça ne me posait pas de soucis. Puis je me suis dit, je vais juste danser. Et puis, je vais rajouter juste des conseils psy par-dessus. Et puis, je sais pas, le décalage justement entre l'image du psy avec son col roulé au bureau, vieux qui bouge pas, puis tout d'un coup de voir un gars qui danse, qui est jeune, je pense que ce contraste il a plu, puis ça fait que sur les autres plateformes j'étais là depuis je sais pas 5-6 ans sans trop de succès, puis TikTok c'est vrai que ça a eu un succès assez fou, donc voilà. T'as déjà eu des demandes particulières sur TikTok?
Parce que moi, j'ai TikTok aussi, et puis des fois, on reçoit des messages un peu bizarres, tu vois. Et je me dis, en tant que psychologue, où tu partages, voilà, tu partages des conseils, tu partages des choses importantes. Je pense, c'est-à-dire recevoir des messages un peu bizarres ou des demandes un peu bizarres ou des gens qui, peut-être, qui veulent un conseil, et puis tu vois. Ouais, alors, bon, déjà, le truc bien avec TikTok, c'est que tu peux bloquer les messages des gens que tu suis pas. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'avant, tu pouvais pas. Et c'est vrai que je recevais beaucoup, beaucoup de messages. Au début, pendant longtemps, sur Instagram, comme ça, je répondais. Puis, pas je conseillais, mais je répondais un petit peu. Maintenant, j'ai un peu mis une limite, puis où je dis que vraiment, les messages, c'est que pour les prises de rendez-vous parce que ouais, les gens, en fait, ils t'écrivent, puis c'est un peu voilà, ça va pas avec ma femme, mon boulot, ça va pas, puis j'ai eu 15 traumas dans le passé. Euh, T'as pas de conseils pour régler ça. Donc, c'est juste pas, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, ça ne sert à rien, finalement, de conseiller sans connaître la situation de la personne. C'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, oui, les messages que je reçois le plus, c'est un peu des messages juste où les gens s'attendent à ce que je les coach. J'ai pas trop d'autres messages je sais pas, de collaboration ou de drague, même pas. Ça m'arrive de temps à autre d'avoir un message. Après, il y a des messages des fois d'insultes, Ouais, de ça, c'est moqueries. souvent, ouais. Mais voilà, ça, je bloque assez vite. En tout cas, Julien, ça fait 45 minutes qu'on parle. Je pense que j'ai dû, si on voudrait parler vraiment du sujet, on peut rester ici des heures et des heures. Je voudrais que tu prennes, allez, 60 secondes pour vous faire passer un message. Pour nous faire passer un message. Pour faire passer un message pour tous les jeunes, peut-être qui vont regarder la vidéo, de comment est-ce qu'on peut, de l'importance de notre mental, de notre cerveau, l'importance qu'il faut, peut-être dans le sport, vu que c'est mon cas, d'avoir un mental assez solide ou de travailler son mental avec plusieurs manières que tu as mentionnées ici pour avancer, pour devenir meilleur, pour atteindre ses objectifs. Il serait quoi ce message? Déjà, de considérer l'importance que ça a, de voir que la qualité de notre vie, ça va être la qualité de nos relations, puis de nos choix, de nos décisions. Puis nos décisions, elles sont prises dans la tête. Donc, plus on va prendre soin de son mental, de son physique aussi, on a vu les liens entre les deux, plus ça va nous aider dans le sport, dans toute notre vie. Donc après, c'est par où on commence. Comme je l'ai dit, ça peut être par des choses très physiologiques, la nutrition, le sommeil, l'activité physique. Ça peut être en lisant des livres de développement personnel, en écoutant des podcasts. Et puis petit à petit, peut-être tout d'un coup se dire, ok, voilà, ça, je peux prendre un coach ou un psy ou peu importe. Mais de le voir pas comme un truc de, voilà, je suis cassé, il y a un truc qui ne va pas avec moi, puis il faut qu'on me répare. De le voir plus comme, voilà, c'est un processus où je vais apprendre sur moi, où c'est un processus dans toute ma vie, je vais me développer, je vais apprendre. Et puis, voilà, comme dans le sport, hein, on a des coachs. Pour l'esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas parce qu'on prend un psy ou un coach qu'on est fou, je ne sais pas quoi. Okay. En tout cas, Julien, merci. Merci vraiment beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Je pense qu'il est important de comprendre aussi comment est-ce qu'on fonctionne. Pas que pour moi, mais pour toutes les personnes qui se sentent peut-être à un moment donné un petit peu perdues ou qui pensent qu'ils ont besoin d'aide, entre guillemets, comme tu l'as si bien expliqué. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus un suivi pour s'améliorer, pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne personnellement. Donc, c'est super important. On a parlé presque pendant 1 heure. Julien, je te laisse donner tes réseaux parce que voilà, ça serait bien aussi. Ouais, alors je les connais même pas par cœur parce que je crois que ça change. Mais en gros, vous cherchez Julien Borloo, Borloz. On n'est que 2 dans le monde on s'appelle comme ça. Puis l'autre, il est pas aussi présent que moi sur les réseaux. Donc, vous trouverez tout mon site et mes réseaux. Ok, cool. En tout cas, vous, c'est un nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme tout le temps, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour nous aider à agrandir gentiment notre communauté. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Check.